La fuite dépend de la couleur du passeport, en fait, tout simplement aussi. On n'a pas la même possibilité de voyage. Il y avait cette phrase de Ito Barada que j'aimais beaucoup, qu'elle avait fait dans une installation, c'est Ibn Battuta didn't need a visa, but today we need a visa and my characters need a visa. Alice avait peu d'images de son enfance. Elle gardait pourtant un souvenir très net du visage de la bière quand il revenait du marché aux puces, chargé de livres anciens. Il lui avait appris à sentir la qualité du cuir au toucher, à lire la date de parution, à repérer les tirages limités. En voyant la bière ranger ses livres, Lydia, sa mère, se lamentait. Il n'était toujours pas éditeur, il gagnait mal sa vie, il avait oublié de rapporter du pain. Mais des livres, ça, il en avait. Des dizaines et des dizaines qui, mis bout à bout, se comptaient par centaines. Il avait conçu un code pour les classer dans la bibliothèque de leur appartement. À chaque achat, il mettait à jour son registre en cuir aux colonnes tracées à la règle. Nom de l'auteur, titre, maison d'édition, date de parution. Sa bibliothèque était son seul trésor. Parfois, il disait qu'il voulait être enterré avec. Et il chuchotait à Alice comme les pharaons dans leur tombeau. Aujourd'hui, nous recevons Hajar Hazel, romancière marocaine publiée chez Gallimard. Après L'Envers de l'été, qui explore les secrets familiaux et les blessures enfouies derrière la lumière de l'été, elle revient avec Le sens de la fuite, un roman traversé par le déplacement, les désirs de liberté et les secousses du monde arabe. Hajar, bonjour. Bonjour. Votre nouveau roman s'intitule Le sens de la fuite. On associe souvent la fuite à la lâcheté. Chez vous, est-ce qu'elle peut devenir une forme de lucidité ? Oui, merci beaucoup pour cette question parce que, en fait, mon roman, c'était une célébration à la fois des erreurs et des errances, parce que je pense que c'est des détours qui sont nécessaires pour se rencontrer, non pas voilà, que ce soit une quête finie dans le temps, je pense que c'est une quête infinie, mais c'est vrai que moi, ça me fascine, en fait, la question qui nous est posée pour notre vie, qui est si courte à chacun. J'ai l'impression que chacun de nous a une question qui lui est posée et on essaie d'y répondre à notre façon. Et mes personnages font tout ça, en fait. Ils font des détours, prennent des chemins de traverse, en quelque sorte, pour se frotter au monde et pour se rencontrer. Et donc, je voulais aussi faire une forme de célébration de la fuite. C'est pour ça que mon roman s'ouvre avec cette citation de Deleuze. Fuir, c'est tracer une ligne, plusieurs lignes, toute une cartographie. On ne découvre des mondes que par une longue fuite brisée. Et il y a bien sûr cette idée de déplacement, de voyage. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, le mouvement. Mais il y a aussi un déplacement intérieur, existentiel. Et oui, c'était vraiment une célébration de cette notion-là. Et qu'est-ce qui distingue fuir de se sauver ? Belle question, parce que ce que justement, je n'ai pas précisé, c'est que dans mon roman, je voulais aussi en même temps, tout en disant ça, montrer qu'il y a vraiment des personnes aussi qui fuient des dangers réels. Et là, c'est pas pareil. Donc, on a à la fois, mon roman commence avec un personnage qui est un petit peu mythifié, le personnage de journaliste de guerre, très courageuse, intrépide. Et c'était important pour moi que ce soit une femme avec plein de zones d'ombre, avec vraiment des contradictions qui font bien sûr notre humanité. Je pense qu'on est tous contradictoires et que moi, j'aime bien que le roman devienne un territoire où aussi on se voit. En fait, chacun des lecteurs doit se voir et se poser la question de comment il est. Et en même temps, il y a aussi vraiment des personnages qui cherchent à se sauver, effectivement. Donc, je pense qu'Alice, en fait, en quelque sorte, fuit, est dans une fuite en avant, au sens existentiel, etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent à se sauver. Il y a Ilyes, qui est un jeune Oranais qui adore les ultras. Et son pseudonyme, c'est Ilyes Panam, avec ses amis Iman Milano, etc. Et en fait, lui, il est jeune, il est intrépide. Il fuit un quotidien. Alors, il fuit pas forcément quelque chose de très, si dangereux. Sauver, c'est peut-être un peu trop fort. Mais en tout cas, il a des raisons peut-être plus pratiques de partir qu'Alice. Et le dernier personnage qu'on rencontre, qui s'appelle Wassila, et c'est pas un hasard qu'il y ait Ilyes, Alice, Wassila. Enfin, c'est la même personne qui a grandi dans des conditions différentes, en fait, avec des possibilités différentes, parce que la fuite dépend de la couleur du passeport, en fait, tout simplement aussi. On n'a pas la même possibilité de voyage. Il y avait cette phrase de Ito Barada que j'aimais beaucoup, qu'elle avait fait dans une installation, c'est Ibn Battuta didn't need a visa, but today we need a visa and my characters need a visa. En parlant de vos personnages, justement, votre héroïne semble traverser plusieurs pays, plusieurs élans politiques, plusieurs bouleversements intimes. Est-ce qu'elle cherche un lieu, une cause, une origine, ou une version plus vivante d'elle-même ? Je pense vraiment les trois à la fois, en réalité. En fait, je voulais que ce roman, ce soit
en fait, un roman qui aborde aussi la question, du collectif, de comment on se situe par rapport aux autres. Donc tous mes personnages ont un rapport ambigu au collectif. Ils ont envie de s'engager, il y a Ilyes avec les ultras, Wassila, c'est la famille et Alice, c'est le journalisme, donc une profession, aujourd'hui, je pense, enfin, qui est menacée parce qu'en fait, pour les conditions de précarité, aussi qui est ciblée. Les journalistes sont ciblés, sont tués. Encore récemment, une journaliste libanaise, a été tuée par Israël. Amal Khalil, je pense qu'il faut citer son nom. Et, et donc, c'est les trois à la fois. Et moi, pour résumer ça, en fait, Alice va renaître au cœur de la révolution égyptienne. Et en fait, moi, je vois la révolution dans ces deux dimensions. La révolution, c'est aussi faire un tour. Et tous mes personnages font un tour sur eux-mêmes, en fait. Et je pense que tous les moments politiques, comme ça, collectifs, ils nous posent à chacun la question de où on se situe, qu'est-ce qu'on fait de notre vie en lien avec ces mouvements. Est-ce qu'on veut s'engager? Est-ce qu'on veut écrire? Est-ce qu'on veut aussi se concentrer sur sa propre vie? Est-ce qu'on veut partir? Et c'était une dimension, la construction de soi lors de moments collectifs qui était importante pour moi d'aborder, et notamment par rapport à 2011, qui est un moment qui, moi, m'a personnellement construite. En fait, j'ai acquis ma culture politique à ce moment-là. C'était pas forcément des choses qu'on abordait dans ma famille. Et bien justement, vu que vous venez de mentionner 2011, le roman traverse une jeunesse arabe marquée par les révolutions, les espoirs et les désillusions. Comment écrire cette matière politique sans la transformer en simple décor romanesque? Ah. C'est une excellente question parce que je me suis beaucoup interrogée sur cette question justement parce que c'est un roman que j'ai commencé à écrire en 2015. En fait, j'étais moi-même allée, donc j'ai dirigé un média culturel qui s'appelle honorient.com pendant 7 ans. Il est encore en ligne d'ailleurs. On a fait des documentaires, des événements aussi, et 1000 articles. Donc c'était vraiment un projet en fait de journalisme culturel qui n'est pas du tout le journalisme de guerre dont je parle, sur lequel pour le coup je me suis vraiment documentée. Et donc j'ai construit une fiction parce que je voulais vraiment partir bien sûr de choses que je connais, mais aller vraiment vers la fiction parce que je pense que c'est un espace de vérité où peut-être on ose écrire des choses qu'on n'ose pas écrire quand on parle de choses proches. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai déplacé aussi géographiquement les choses. Je me suis documentée beaucoup sur la révolution égyptienne. J'ai fait relire mon livre aussi à des Égyptiens, à des Libanais. J'y tenais vraiment beaucoup. Mais moi, je veux dire, il y a deux réponses à la question. La première, c'est d'avoir, en fait, comme personnage principal, une journaliste étrangère. C'est aussi une manière de ne pas parler à la place d'autres personnes. Puisque moi, je suis étrangère à l'Égypte. On peut penser qu'on est de la même zone géographique, certes, mais c'est vraiment une altérité. Moi, quand j'y suis allée, à la fois, j'étais fascinée, mais j'avais vraiment aussi conscience qu'on est très différents. Donc, le fait de créer des personnages qui ne parlent pas à la place d'autres, bien sûr, il y a des personnages secondaires qui sont locaux. Bassem est un journaliste égyptien, mais voilà, c'est pas le narrateur principal de l'histoire. Et la deuxième chose, c'était aussi de choisir quand même quelque chose, en fait, un thème ou en tout cas une question qui n'est pas celle des révolutions, qui est plutôt celle de la fuite. Donc, ça permettait de ne pas dire, voilà, j'ai écrit un roman sur la révolution égyptienne. Pas du tout. Je parle de comment des parcours individuels ont été marqués par ce moment. Donc, Alice n'a pas fait les mêmes choix de vie, Bassem n'a pas fait les mêmes choix de vie. Alors, Ilyes, c'est différent et Wassila, c'est différent que s'il n'y avait pas eu 2011. Donc, moi, c'est plus les parcours humains qui m'intéressent que de dire que je vais faire un roman historique sur cette période. Je pense que ce n'est pas mon rôle en tant que romancière, en fait. Alors, on revient vers votre ouvrage précédent. Dans l'envers de l'été, la mer, la maison familiale semblent lumineux, mais cachent des blessures. Qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière la carte postale de l'été méditerranéen? Alors, c'est une très belle question. En fait, c'est la carte postale de l'été méditerranéen, mais de l'été aussi tout court, parce que c'est une saison en littérature qui est vraiment la saison des souvenirs, tout est beau, etc. Et aussi, il y a un deuxième territoire qui est un peu idéalisé dans ce roman, c'est l'enfance. C'est-à-dire l'enfance, on dit c'est la période la plus belle. Et on en parlait avec une autre écrivaine récemment. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je comprenais pas. Les gens, ils me disaient c'est génial, profite. Et j'ai dit mais non, franchement, on n'est pas aussi libre qu'on le veut. On a plein de. Donc c'était un roman en fait qui cherchait à la fois à rendre. Pareil, moi j'aime bien cette idée de zone grise, d'envers du décor. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, c'est beau l'été. Enfin, je veux dire, j'ai pris un plaisir fou à décrire juste la mer. C'était en hiver en plus. J'ai écrit ce roman en hiver, donc j'avais juste les sensations du soleil, des étés, de la pinède, de l'odeur comme ça du sel, des cris, et en même temps, c'est intéressant de se dire que c'est un moment en fait où on n'a pas le temps parce que souvent on est en collectif dans l'été méditerranéen avec des clichés.
On n'a pas le temps de parler vraiment individuellement. C'est rare, en fait, de pouvoir s'isoler et puis surtout quand on est dans une grande famille et cetera. Et puis la 2e, chose, c'était, le rapport à ce livre de Camus, L'été, que j'ai adoré et en même temps, j'avais envie d'un peu d'apporter ma version de l'été, très modestement quand même, mais parce que dans ce texte-là, Camus dit, hem, en fait, dit son admiration à la race du soleil et il dit que c'est une race indifférente à l'esprit et je trouve ça, un petit peu, réducteur de voilà, déjà la race du soleil, ça veut dire quoi? C'est beau, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'avais envie d'apporter ma version et puis il y a une mention dans le livre à un moment à Camus, et il y a le personnage dit: «Tu es comme Camus avec nous, tu nous idéalises sans t'intéresser à ce qu'on est vraiment». Donc c'est aussi, en fait, un clin d'œil à Camus et à Kateb Yassine qui a dit que dans Camus, on voyait pas les Arabes, enfin, on voyait pas les Algériens en l'occurrence. D'ailleurs, même dans l'étranger, il n'est même pas nommé. Donc il y avait voilà, ces 2 aspects que je voulais mettre dans ce roman. Maintenant, je voudrais parler de vos personnages féminins. Alors, ces personnages semblent souvent prises entre désir de liberté et poids des appartenances. Est-ce que la liberté féminine reste un scandale dans certains récits familiaux? Mmh. Alors oui, donc moi, c'est sûr que, c'est important pour moi de construire des personnages féminins, qui ont de la place, qui sont, hem, en fait, qui sont protéiformes. C'est-à-dire que dans ce roman-là, il y a à la fois des femmes qui ont choisi vraiment la famille, qui ont choisi le fait de transmettre, d'élever des enfants. La grand-mère Gaïa est très forte. Nina aussi, en fait, voulait porter un enfant, ce qui n'a pas pu, sans divulgacher, c'est un des justement des nœuds de l'histoire. Et de l'autre côté, il y a Rita, il y a May qui, elles, ont d'autres désirs. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, en fait, de mettre tous ces modes de vie au même niveau. Moi, je pense que l'important, c'est le choix et je pense qu'on a pu être parfois dans une hiérarchie. Voilà, il y a cette type de vie est meilleure que celle-là ou ce type de liberté est meilleure que celle-là et moi, mon roman, il met au même niveau ces vies-là et de façon à dire: «Oui, on a encore besoin d'arracher la liberté aujourd'hui dans nos sociétés» et cet arrachement ne doit pas passer par le fait de dire: «Ça, c'est mieux que ça». En revanche. Et après, il y a toute la partie que j'aborde pas directement, mais auquel je crois à titre personnel en tant que féministe, la question du droit, en fait, la question d'un droit qui est encore inique, la question de l'héritage, qui est abordée dans mon roman de façon indirecte. Et tant que le droit aussi protégera pas, en fait, cette liberté, elle peut pas exister. Mais je pense pas, en tout cas, que ça passe par un féminisme, qui ne soit pas intersectionnel. Enfin, voilà, moi, j'ai été élevée par des femmes auxquelles je dois beaucoup et qui sont dans des modèles qui sont pas forcément les modèles, que moi j'ai choisis aujourd'hui et c'est pas grave, en fait. Ouais. Maintenant, on va partir sur votre relation au Maroc. Vous avez grandi au Maroc avant de partir étudier en France. Qu'est-ce que l'éloignement a changé dans votre manière de regarder le Maroc? Mmh. Hem, je pense que j'ai pris conscience encore plus fortement de la richesse de notre culture, de sa diversité. En fait, c'est juste tout simplement parce que quand on s'éloigne d'une ville, on la voit en entier, en fait. Et quand on y est, ben, il y a plein de choses du quotidien qu'on voit plus de la même manière et je crois que cet aller-retour-là, ouais, il permet de garder l'émerveillement et je crois que je suis émerveillée, en fait, par la richesse aussi de notre culture locale. Moi, je trouve ça passionnant, en fait. J'ai découvert, par exemple, la ville de Essa, donc dans le sud, vers Ouarzazate, où tu as une citadelle du XIVe siècle, tu as un mousseum où, en fait, il y a des gens du Mali, des gens d'Algérie quand c'était possible et de tous les pays de Mauritanie qui viennent. Tu as des mélanges entre la culture hassani, la culture, afro-descendante, la culture amazigh et en fait, à chaque endroit, tu as presque une langue, une darija, spécifique, tu as des coutumes spécifiques et moi ça cette, richesse-là me fascine en réalité. Je pense que je suis de plus en plus curieuse de ça. J'interroge plus ma famille, aussi sur plein de choses, que j'ai peut-être dont j'ai appris à voir la beauté et voilà et ça me donne aussi beaucoup, beaucoup d'inspiration, pour écrire. Par contre, je pense qu'on peut enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de vivre moi, je travaille ici maintenant, en fait, je suis entre les 2. J'enseigne ici et je sais que ça me permet aussi j'espère d'écrire, d'une façon, différente que si j'écrivais sur le Maroc en l'ayant complètement quitté, en n'ayant plus de lien. Enfin, je pense que l'aller-retour, il est fructueux. La coupure totale, moi, en tout cas, elle m'aide pas à inventer. Eh ben, c'est parfait que vous disiez ça parce que ma prochaine question, c'est faut-il parfois partir pour commencer à comprendre littérairement d'où l'on vient?
Ouais, je pense. Franchement, je pense et il y a pas besoin de partir très loin parce que c'est vrai que souvent, c'est vrai qu'au Maroc, on a beaucoup ça avec les écrivains francophones. En fait, il y a des Marocains du monde partout. Il y a des Marocains qui écrivent en espagnol, qui écrivent en néerlandais et je pense que c'est pas un hasard s'ils ont besoin d'écrire aussi sur ces pays parce que l'écriture, c'est aussi une manière de rassembler des fragments de soi, de, d'avoir un endroit où il y a tout, en fait. Il y a un peu du nous qui aurait pu rester, du nous qui est ailleurs, etc. Et je crois que c'est une des conditions de l'écriture, et ça peut être entre deux villes. Ça n'a pas besoin d'être, ça peut être, enfin, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être aussi éloigné qu'entre la France et le Maroc. Je crois qu'il y a une phrase de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit qui dit ça, qui dit euh, c'est cela l'exil, l'étranger, c'est quelques heures suspendues dans la trame du genre humain où les habitudes du pays précédent vous abandonnent avant que celles du pays d'arrivée ne vous aient encore abruti. Ça dure pas longtemps, mais on voit quelque chose et c'est très addictif. En fait, une fois qu'on moi, c'est vrai que le voyage, même, en Amérique latine, j'allais en Iran, enfin, je ne vais pas écrire sur tous ces pays parce que c'est pas ça qui m'intéresse, mais en revanche, ça m'apprend beaucoup sur moi-même, en fait, de partir. Ouais. Parfait. Maintenant, on va passer vers des questions littéraires rapides. Alors, quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire? Celui-là, je le cite tout le temps, mais si je suis honnête, c'est vraiment lui, c'est Le pain nu de Mohamed Choukri. Je l'ai lu, adolescente, je l'ai lu vers 15-16 ans et c'était vraiment une bombe, quoi. C'était en fait d'ailleurs, je l'ai conseillé à des amis plus tard, ils m'ont dit: «Mais c'est ultra violent!» Moi, j'avais oublié parce que je le lisais comme en fait, comme un truc secret auquel j'avais emprunté à la bibliothèque. Mes parents, ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu lis?» alors que jusqu'ici, ils me regardaient lire des classiques, c'est très bien. Mais là, attention. Là, je me suis dit: «Là, ça, c'est un livre important». D'ailleurs, il a été interdit au Maroc à un moment, maintenant il est disponible et c'est un livre, en fait, où on sent que tout est vrai, mais pas au sens de vérité scientifique, mais de vérité, de sincérité et il m'a bouleversée. Ouais. C'est à cause de lui que j'écris, donc C'est à cause, pas grâce. ouais, bah, je ne peux pas juger de la qualité de ce que je fais. Je pense que personne ne peut juger en réalité. J'irai sur sa tombe à Tanger pour m'excuser. J'y suis allée d'ailleurs déjà. Un livre que vous offrez souvent? Alors, en fait, moi, je suis une lectrice assez éclectique. Je ne suis pas religieuse d'un seul texte, mais je vais dire que la plus secrète mémoire des hommes, voilà, tout simplement, parce que c'est un livre magnifique. Et il y a un autre aussi que j'offre plutôt à mes amis très proches, c'est Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur, parce que c'est tendre, c'est d'une tendresse, c'est d'une beauté ce livre. Quel est le classique que vous relisez autrement aujourd'hui? Alors, je fais partie des gens qui relisent pas les textes, parce que à partir du moment où j'ai calculé le nombre de livres que je pourrais lire dans ma vie, si j'en lisais un par semaine, j'étais déprimée. Parce qu'il y a tellement d'univers, en fait, et je trouve que pour les cinéphiles, je pense qu'ils ont pas ce problème parce qu'ils se disent: «Bon, voilà, je peux quand même, voilà, ça dure pas si longtemps», mais nous, on le sait, en fait. Donc je relis pas beaucoup les livres, mais je peux dire que j'ai un amour fou pour le personnage de Holden Caulfield dans Salinger, l'attrape-cœur, que j'ai lu en anglais et je trouve que, mon anglais n'est pas incroyable, mais je trouve qu'il faut le lire en anglais, ce livre, parce que c'est pas un anglais très difficile et cette langue, ce personnage qui est désabusé, en même temps terriblement émouvant. Je trouve qu'il y a pas que les adolescents qui devraient le lire, vraiment les adultes, parce il nous rappelle quelque chose de sorte de naïveté, de folie, de tendresse, qui fait du bien en ce moment. Après l'été et la fuite, quel pourrait être le prochain territoire littéraire de Hajar Hazel? Waouh! Mais en fait, moi, je m'ennuie, donc j'aime bien aller vraiment dans des choses très différentes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, j'aime les lettres. Je trouve que la lettre, c'est un format qui permet quelque chose, justement, que ChatGPT ne peut pas écrire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui écrit avec son cœur à quelqu'un d'autre. Et que si c'est fait avec sincérité, si on prend en compte la personne à laquelle on écrit, bah, je pense qu'on peut toucher beaucoup, beaucoup de gens. Et moi, je reviens à ça parce que c'est quelque chose de très direct et voilà, en ce moment, c'est ça mon territoire. Dernière question, qu'est-ce que la littérature peut sauver de nos vies? Hem, il y a plein de grands mots qui me viennent. Mais vraiment, je reviens à un mot que j'ai beaucoup dit aujourd'hui, mais la tendresse, vraiment. En fait, se laisser traverser, se laisser frôler par d'autres vies, par d'autres conditions que les nôtres, par d'autres pays et laisser entrer dans son cœur, faire une petite place.
à des personnages qui peuvent nous toucher et qui peuvent nous apprendre à regarder différemment des gens qu'on croise au quotidien. Franchement, si ça peut faire ça, c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces belles questions. Dans un élan de courage, Alice saisit son téléphone et compose le numéro de Bassem. Elle se présente, explique ce dont elle a besoin. Bassem sait qui elle est. Ils traînent souvent dans le même bar. Il lui donne rendez-vous à Hurriya à 17h, avant que la cohue ne débarque. Les apprentis diplomates qui révisent leur langue rare. Les humanitaires qui veulent nous sauver. Les désoccidentalisés en quête spirituelle. Et tous les autres. Alice rit. Bassem raccroche.